à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 26 mars 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. Le football se politise et de plus en plus. Dernier exemple en date pendant cette campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022 qui doit se tenir au Qatar. Mercredi soir, les joueurs norvégiens opposés à Gibraltar ont dénoncé à leur entrée sur la pelouse les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers des stades qataris en arborant un t-shirt floqué de l'inscription « Droits de l'homme sur et en dehors du terrain ». Le sélectionneur de la Norvège, Ståle Solbakken, a déclaré qu'il s'agissait de faire pression sur la FIFA pour qu'elle soit encore plus directe, encore plus ferme à l'égard des autorités qataries, qu'elle leur impose des exigences plus strictes. Alors il y a quelques semaines déjà, plusieurs clubs norvégiens se sont prononcés en faveur d'un boycott de la Coupe du Monde après des révélations du quotidien britannique The Guardian qui affirmait que plus de 6500 travailleurs migrants étaient morts au Qatar depuis l'attribution du mondial en 2010. Le monde du foot norvégien devrait examiner la question lors d'un congrès exceptionnel qui se tiendra le 20 juin. Et dans la lignée du geste d'Erling Haaland et de ses coéquipiers, c'est l'Allemagne qui hier soir a envoyé un message aussi au Qatar avant son match contre l'Islande. Droits de l'homme, c'est avec ce message affiché en gros sur un t-shirt que les joueurs de la Mannschaft ont pris la pause avant le coup d'envoi. La FIFA a annoncé hier qu'elle ne sanctionnerait pas la fédération norvégienne. Je la cite, la FIFA croit en la liberté d'expression et le pouvoir du football pour faire le bien. Voilà ce qu'a écrit l'instance dans un communiqué. Aucune procédure disciplinaire ne sera ouverte dans ce cas. Le gouvernement qatari, lui, il en dit quoi ? Eh bien pas grand-chose. Il a répondu qu'un pourcentage minime des 1,4 million de travailleurs expatriés avait disparu entre 2011 et 2019. Pourcentage minime, ça va alors. Retour en Ligue 1, titulaire indiscutable de l'effectif de Thierry Laurey, pilier de la défense strasbourgeoise. Certains l'appellent même Van Djikou. C'est Alexander Djikou qui est avec nous aujourd'hui dans Flash Foot. Bonjour Alexander. Bonjour. Déjà, comment ça va Alexander ? Contre Monaco, il y a 3 semaines, tu t'es blessé à l'adducteur. Est-ce que ta guérison se passe bien ? Ouais, on avance tout doucement. Là aujourd'hui, j'ai à peine repris la course, donc on va dire que c'est une bonne étape. J'étais en salle depuis 3 semaines et je fais mes soins avec les kinés, mais ça se passe plutôt bien. Le club avait prévu 1 mois d'absence. Est-ce que tu penses être de retour après la trêve pour le match à Bordeaux le 4 avril ? Je ne vais pas vous mentir, je vais essayer en tout cas de revenir le plus tôt possible, mais c'est sûr que je ne prendrai aucun risque sur une éventuelle rechute, donc après ça sera au doc de décider et moi également mon ressenti. Avant ta blessure, Alexander, tu étais régulièrement dans l'équipe type de la journée en Ligue 1, 4 fois déjà cette saison. Tu as même été élu homme du match à 2 reprises, c'était face à Brest et face à Angers. Et les supporters t'ont désigné meilleur joueur du mois de janvier et du mois de février. Finalement, tu t'es blessé alors que tu étais en pleine bourse, c'est un peu frustrant, j'imagine. Ouais, c'est sûr, c'est très frustrant parce que je me sentais vraiment en pleine forme, comme vous l'avez dit. Et je pense que c'était une des meilleures formes de ma carrière également. Après, on sait que dans une carrière de footballeur, il y a des blessures, donc il faut prendre seulement la patience et surtout revenir au meilleur niveau, c'est le plus important. Tu manques à cette équipe, en tout cas, 2 matchs que t'es pas là, 2 défaites. Est-ce que c'est un hasard ? Non, je pense pas que ça soit dû à moi, parce qu'on a des très bons défenseurs dans l'équipe. Après, il faut dire également qu'on a joué 2 bonnes équipes. Rennes, bon, qui n'était pas en pleine bourre, mais qui ont changé de coach. On sait que quand il y a un changement de coach, obligatoirement, les joueurs se réveillent inconsciemment. Et Lens, qui est vraiment la surprise du championnat, même si je pense qu'on méritait mieux, on méritait au moins un match nul, si on avait été un peu plus réaliste. Mais voilà, on a affronté 2 adversaires assez coriaces, donc je dirais pas que c'est pas un hasard. Plus sérieusement, Alexander, cette équipe sans toi souffre. Sur le plan collectif, vous aviez entamé 2021 de manière assez canon avec 3 victoires consécutives. Vous aviez battu Nîmes 5-0, vous êtes allé battre Lens à Bollaert, mais depuis quelques semaines, vous retombez un peu dans vos travers du début de saison. Comment est-ce que tu l'expliques, toi ? Ouais, on va dire que c'est l'histoire de notre saison. Voilà, on peut enchaîner des grosses prestations comme contre Lille ou Monaco, et ensuite perdre 2 matchs d'affilée comme on a fait ce week-end et le week-end dernier. C'est l'histoire d'une saison, on sait que cette année on n'est pas régulier, mais bon, il va falloir tout faire pour chercher le match le plus rapidement possible, et on essaiera d'être plus constant, on va dire, dans l'avenir. Alors justement, aujourd'hui vous êtes 15e, Alexander, au classement. Qu'est-ce qu'il va vous falloir à ton avis pour aller chercher ce maintien ? Retrouver les ingrédients qui ont fait qu'on gagne en début d'année, donc la rigueur, la concentration et surtout l'efficacité en zone défensive et offensive.
Il y a aussi ces difficultés à domicile. À la Méno, c'est plus compliqué pour vous cette saison. Comment est-ce que tu l'expliques? Est-ce que c'est le manque aussi de supporters et de soutien? Bon, ça, je pense pas qu'on regarde quand on joue à domicile extérieur. On sait que cette année, les matchs sont les mêmes. En plus, c'est un peu bizarre parce que l'année dernière, on était vraiment fort à domicile. Cette année, beaucoup moins. Après, je pense pas qu'on se mette une pression particulière quand on joue à domicile parce qu'il n'y a pas nos supporters. Mais franchement, pour moi, il n'y a pas une véritable cause à part les supporters qui nous poussent régulièrement quand on joue à domicile. Mais à part ça, je vois pas ce qu'il y a d'autre. Est-ce que tu es devenu un leader dans le vestiaire strasbourgeois? On sent que tu as gagné quand même en responsabilité cette saison, c'est ta deuxième à Strasbourg, et on sent que tu as pris une autre dimension. Ouais, c'est vrai, bon, c'est une volonté aussi de ma part d'assumer un peu plus ce rôle. L'année dernière, je suis arrivé, j'étais nouveau, il fallait que je m'adapte aux joueurs, à l'environnement. Là, cette année, le coach m'a donné un peu plus de responsabilité. Donc, c'est des responsabilités qui me tiennent à cœur et j'essaie de les gérer du mieux possible. Et vraiment, moi, ma priorité, c'est d'aider les gens sur le terrain, enfin, en tout cas, leur donner envie d'être à 100% sur le terrain, parce que au-delà des paroles, moi, ce que je fais de mieux, c'est les actes, on va dire. Donc, le plus important, c'est vraiment sur le terrain, en dehors du vestiaire. Il faut rappeler, Alexander, que tu es arrivé au Racing il y a 1 an et demi avec à l'époque cette étiquette de joueur le plus cher de l'histoire du club. Est-ce que ça n'a pas été trop lourd à porter aussi au début? Non, pas du tout. Franchement, c'est juste un chiffre, c'est des millions, ça fait entre les clubs. Donc, franchement, ça va pas du tout mettre de pression. Quel est ton plus beau souvenir, Alexander, depuis que tu es à Strasbourg? Individuellement, on va dire mon but contre Reims, parce que c'est le seul but que j'ai marqué en Ligue 1 avec Strasbourg. Donc on va dire que c'est mon plus beau souvenir, surtout qu'on gagne 3-0 ici à la Méno et je crois qu'on dans la foulée on est 5e au classement, 5e ou 6e. Donc on va dire que c'est un des plus beaux souvenirs. Et collectivement, c'est bien sûr la Coupe d'Europe. On a fait franchement une belle campagne européenne, c'est dommage qu'on ait perdu à Francfort, sachant qu'au match là on avait gagné et on avait à cœur de se qualifier pour les phases de poule, mais franchement ça sera tout de même un bon souvenir, le meilleur souvenir. J'en reviens à ta blessure, Alexander, mais tu vas manquer aussi du coup cette trêve internationale et les matchs avec le Ghana. Tu avais intégré la sélection en octobre dernier. Vous êtes premier pour l'instant de votre groupe des éliminatoires de la CAN 2021 qui se tiendra au Cameroun l'année prochaine. Premier, mais pas encore qualifié. L'équipe doit terminer le travail. Hier soir, ils ont fait match nul, un partout contre l'Afrique du Sud et ils vont affronter lundi prochain Sao Tomé et Principe. Je ne m'inquiète pas sur le fait qu'on va se qualifier. On a une bonne équipe. Il y a une bonne génération qui vient également, parce qu'ils ont gagné la CAN des U20. Donc franchement, on a un bon match à jouer en Afrique du Sud, on reçoit Sao Tomé, donc je pense qu'on devrait se qualifier normalement si tout se passe bien. Et oui, tu le disais, Alexander, le Ghana qui a remporté la CAN des moins de 20 ans en battant l'Ouganda en finale en Mauritanie il y a 2 semaines. Est-ce que tu as un petit message à leur faire passer? Bon, c'est très bien, ça prouve qu'on a une génération très prometteuse. Et c'est bien pour la suite, ça veut dire que dans les prochaines années, j'espère que je serai encore en sélection, on aura encore une meilleure équipe. Donc ça sera très bien. Bon, alors est-ce que tu as chambré un peu John Boy aussi, le Messin, après le derby mi-février? Parce que coéquipier en sélection, mais ennemi juré en club. Ouais, bon, chambrer, c'est pas plus trop chambrer, parce que certes on a gagné, mais ils sont devant nous. Je pense que c'était pas bien vu de ma part. Alexander, on va parler un peu de ton style de jeu. Tu es un joueur polyvalent. À Strasbourg, tu évolues en charnière, mais tu as aussi été latéral à tes débuts avec Bastia. Tu es parfois capable aussi de dépanner au milieu. Finalement, où est-ce que tu te sens le plus à l'aise sur un terrain? Bon, défense centrale, sans hésitation. C'est les postes où je me sens le plus à l'aise, je me sens le mieux, où j'ai joué la plupart de mes matchs. Donc c'est vraiment le poste où je me sens le mieux. Après, occasionnellement, comme par exemple contre Monaco, alors qu'on n'avait pas Sissoko et Aoulou. Donc il a dû me mettre au milieu de terrain, mais voilà, c'est vraiment occasionnellement. En tout cas, franchement, ces expériences m'ont beaucoup appris, même en termes, les expériences que j'ai fait au milieu de terrain, ça m'aura apporté. En termes de voir plus vite, mettre des bons ballons au-dessus de la défense, ce genre de choses quoi, que je faisais moins en défense centrale. Donc en tout cas, ça aura été une bonne expérience. Bah justement, tu dis aujourd'hui que ça t'a beaucoup apporté, mais à l'époque, tu n'étais pas hyper content de Thierry Laurey qui voulait absolument te faire jouer, tu le disais notamment en raison des absences dans l'entrejeu. Comment ça se passe aujourd'hui avec lui? Donc voilà, j'ai une bonne relation. De toute façon, c'est un coach, on aime bien se taquiner des fois, quand ça va mal, on se le dit. L'année dernière, c'est un petit peu moins bien passé par rapport à mon poste, parce que c'était plus occasionnellement, mais c'était dans la durée. Donc après, on s'expliquait les choses et c'est comme ça qu'on avance. Et alors aujourd'hui, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de rancœur en tout cas, et tout se passe bien. Qu'est-ce que tu dois encore améliorer selon toi, Alexander, dans ton jeu? Quels sont tes axes de progression? Bon, comme je le dis souvent, un peu partout, on va dire. Après, vraiment quelque chose de spécifique,
Je le disais en Et marquer rigolant. des buts. Et marquer des buts? Ouais, ce serait bien d'en marquer un peu plus. Même si c'est pas mon rôle premier. Mon premier. Ah, tu veux ressembler à Sergio Ramos en fait. Pourquoi pas, faut réussir les penalties. Je le disais en rigolant tout à l'heure, mais sur les réseaux sociaux, on t'appelle parfois Van Djikou, en référence bien sûr à Virgil van Dijk. Mais je crois que toi, c'est plutôt Raphaël Varane qui t'inspire. Ouais, franchement, c'est un joueur que j'ai toujours admiré depuis qu'il est au Real Madrid. À Lens, je le connaissais un peu moins. Franchement, j'aime bien sa sérénité, ce qu'il dégage défensivement, sa qualité de relance, soit pied droit, pied gauche. Et franchement, alors aujourd'hui, c'est un des top défenseurs centraux au monde. En fonction de ton gabarit et de tes aptitudes, Alexander, le plus difficile pour toi à avoir au marquage, c'est quoi? Ce sont les attaquants plutôt petits, vifs, avec un centre de gravité bas, ou c'est plutôt les gros gabarits qui te posent problème? Ben, ce sera plus des attaquants vifs avec un petit centre de gravité. C'est plus dur de les attraper. C'est ça le problème. Justement, est-ce que tu as un exemple en Ligue 1 d'un adversaire, d'un attaquant qui t'a particulièrement marqué? Quand je jouais à Caen, quand on avait joué contre Amiens à l'époque, et ils avaient joué à des attaquants, ils avaient mis Konaté et Kakuta. Justement, et Kakuta, je me rappelle, très difficile à lui prendre le ballon, parce qu'il avait vraiment des changements de rythme, et surtout des contrôles orientés qui faisaient vraiment mal. Et je me rappelle, ce match, j'avais vraiment du mal contre lui. Il est vif, il est très technique, Kakuta, c'est un dribbleur hors norme. Alors on sent que tu montes en puissance depuis ton arrivée à Strasbourg. Est-ce que tu as l'impression, Alexander, à 26 ans, d'être à un tournant, à un carrefour peut-être de ta carrière? Bon, en tout cas, je suis un moment où je me sens en très grande forme, et où je performe. Donc tant mieux. Après, ouais, je pense qu'on dit toujours que c'est entre 26 et 30 ans qu'on se sent mieux dans sa carrière. Pour l'instant, je me sens très bien et je fais des bonnes performances. Donc j'espère que j'espère que ce sera pas les meilleures performances de ma carrière, mais que je progresserai encore. En tout cas, chaque année, j'ai progressé jusqu'à présent. Donc je vois pas pourquoi je continuerai pas à progresser. Bon, en tout cas, on te sent pas pressé. On sent que tu fais les choses étape par étape dans ta progression, que tu es bien aussi épanoui à Strasbourg dans un club réputé quand même très familial. Oui, exactement. C'est un club très familial, comme ce que j'avais connu à Bastia. Et ouais, ben moi, dans ma devise, je trouve que c'est important de pas griller les étapes. Je préfère faire step by step, progresser petit à petit, avoir un niveau à chaque fois que je vais dans un club pour montrer enfin, j'essaie d'être le meilleur. Et après, ça m'empêche pas d'être ambitieux et avoir des objectifs élevés, mais ça, c'est plus mes objectifs personnels, on va dire, mais j'essaie toujours d'être le meilleur possible dans le club où je vais. Alors, tu as retrouvé cet hiver à Strasbourg un ancien coéquipier du Stade Malherbe, Frédéric Guibert, qui vous a rejoint en prêt à l'intersaison. Vous avez le même âge, tous les deux. Il fait beaucoup de bien, lui, depuis son arrivée. Hein. Ouais, franchement, il est arrivé, je pense qu'il en a surpris plus d'un. Moi, je le connaissais à Caen. Et il a progressé également par rapport à Caen. Il a beaucoup progressé, surtout dans les centres et les coups francs, que je ne connaissais pas avant. Il m'a surpris qu'il a commencé à tirer les coups francs à l'entraînement. Mais non, il nous a fait du bien. On a perdu Kenny, on a trouvé Fred. Donc c'est plutôt bien. Il nous a marqué un beau but contre Monaco, il nous a donné la victoire. Et en ce moment, il est vraiment bien également. Donc, tant mieux pour l'équipe. C'est un bon choix. Je le disais, vous vous êtes connus à Caen. Est-ce que tu suis d'ailleurs les péripéties du club cette saison avec le licenciement, notamment en début de semaine, de Pascal Duprat? Exactement, ouais, mais ouais, je suis, je regarde souvent leurs matchs. Et ouais, franchement, en ce moment, c'est difficile pour eux. Là, je suis un entraîneur. C'est l'entraîneur de la réserve qui a pris les rênes. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais je pense que aussi, c'est une saison oubliée. Et j'espère qu'ils repartiront mieux l'année prochaine avec du coup, un nouveau coach. Et surtout qu'ils aient un meilleur état d'esprit. Parce que dans les matchs que je vois, ça se voit que voilà, il n'y a pas trop de cohésion dans l'équipe et ça se ressent au niveau des résultats et tout ça. Caen qui est 14e aujourd'hui en Ligue 2. Pour revenir à Fred Guibert, lui débarque de Première Ligue, d'Aston Villa, il est prêté, je le disais. Il y a un championnat, toi, dans lequel tu aimerais éventuellement évoluer à l'avenir? Ouais, c'est sûr, qui rêverait pas de jouer en Première Ligue, je pense, dit que c'est le meilleur championnat. Après, moi, il y a également la Bundesliga que j'aime bien. Je trouve que c'est un championnat attractif. C'est, les joueurs qui passent là-bas, généralement les Français, ils réussissent bien. Donc ça peut être un championnat qui m'attire également, mais ouais, franchement, je pense que le meilleur championnat en termes d'équipe et de performance, c'est l'Angleterre. Dernière question, qu'est-ce qu'il aime faire, Alexander Djikou, en dehors des entraînements? Dis-nous quelque chose sur toi que les gens ignorent. Franchement, je suis un joueur. Je suis un peu un enfant. Parce que franchement, j'aime tout ce qui est jeux de société. En fait, je suis une personne j'aime trop la compétition. Donc en fait, n'importe quel jeu, que ce soit un jeu de société, tu vas jouer au ping-pong, badminton, ce que tu veux, mais tant qu'il y a de la compétition, ça me va. Alors pour le coup, tu t'y es pas mis pendant le confinement aux jeux de société, je crois que c'est vraiment une passion familiale.
C'est vrai, bah, surtout avec mon frère, parce qu'on a 11 mois d'écart. Et voilà, depuis tout petit, on s'affronte dans tout. Et je pense que c'est ce qui m'aide aussi à être performant, parce qu'à chaque fois que je continue, je veux gagner, que ce soit n'importe quel jeu. Et ouais, on se tire la bourre et franchement, il n'y a rien de mieux pour être le plus performant. Merci beaucoup Alexander d'avoir répondu à mes questions. On te souhaite de te remettre vite et de faire une belle fin de saison avec Strasbourg, avec au bout évidemment le maintien. Dimanche après-midi, l'équipe de France affronte le Kazakhstan, deuxième match des qualifications pour la Coupe du Monde. Les Bleus ont décollé aujourd'hui direction Astana, enfin plutôt direction Nour-Sultan. C'est le nouveau nom de la capitale kazakh qui se trouve à 5000 km de Paris, à plus de 7 heures de vol. Tiens, petit point d'histoire, petit point d'actu. La capitale a d'ailleurs été renommée Nour-Sultan il y a 2 ans. C'était en mars 2019, au lendemain de la démission de Nour-Sultan Nazarbayev, le président du Kazakhstan depuis 30 ans. Eh bien, le Parlement a décidé de rebaptiser la capitale en son honneur. Et sachez que Nour-Sultan, littéralement, ça veut dire lumière du sultan en arabe. Bon, retour au terrain, le match se jouera donc dimanche à 15h, heure de Paris. Il sera 20h au Kazakhstan. Une rencontre qui se déroulera à huis clos, a annoncé hier le porte-parole de la fédération kazakh. La possibilité que 30% des places soient vendues pour le match dépendait d'une décision d'une commission intergouvernementale de suivi de la pandémie. La commission se réunissait hier et elle a maintenu donc Nour-Sultan en zone rouge. Il n'y aura donc pour cette rencontre pas de spectateurs en tribune. Côté compo, Didier Deschamps va changer de 11 pour ce deuxième match de qualif. Un choix qui ne tient pas seulement au triste match nul concédé contre l'Ukraine mercredi. Le sélectionneur des Bleus avait déjà prévu une large revue d'effectifs dès le début du rassemblement. Dédé pourrait aussi changer son schéma tactique après le manque d'efficacité du 4-2-4 aligné face aux Ukrainiens mercredi soir. Enfin, sachez qu'N'Golo Kanté ne disputera pas les 2 prochains matchs des Bleus. Il est forfait, il ne sera pas remplacé dans le groupe. Titulaire mercredi contre l'Ukraine, Kanté avait disputé l'intégralité de la rencontre, mais il a ressenti une douleur aux ischios de la cuisse gauche en toute fin de match. Le joueur a passé des examens cliniques et radiologiques et qui ont révélé une petite lésion. Kanté va donc quitter le rassemblement des Bleus pour rentrer à Londres aujourd'hui. Dernière info pour terminer la semaine. Hier soir, la Pologne de Milik a fait match nul contre la Hongrie, 3-3 avec Paolo Sousa, l'ancien entraîneur des Girondins, sur le banc de la Pologne. Au même moment, l'Autriche, avec Adrian Gribic titulaire au coup d'envoi, a affronté l'Écosse. Là aussi, match nul, 2-2. En Afrique, déjà qualifiée pour la prochaine CAN, l'Algérie a concédé elle aussi hier soir le match nul, 3-3 face à la Zambie. Rachid Ghezal, particulièrement en vue, s'est offert un but et une passe D. Et Islam Slimani, le Lyonnais, a signé un doublé. La série d'invincibilité continue pour les Fennecs qui restent sur 23 matchs sans défaite. Ils se rapprochent du record détenu par l'Égypte avec 24 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Enfin, les Comores ont arraché une qualification historique pour la CAN justement, après leur match nul à domicile face au Togo hier soir. Ils n'avaient besoin que d'un seul petit point. Ils en ont rêvé longtemps de cette qualif. Je vous laisse avec les scènes de joie dans le vestiaire comorien après la rencontre. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bon week-end, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. On se retrouve lundi pour débriefer ensemble ce week-end de trêve internationale.